I'm losing my patience. I just came here to dance. Je me présente d'abord. Mon nom est Jean-Philippe Courtois. Je suis le cofondateur de Live4Good. Et je dis accessoirement ce soir, même si je suis heureux d'en parler aussi, mais ce n'était pas le but de ma visite, je suis aussi président de Microsoft International. Alors, comme on m'a posé tout à l'heure la question avant d'arriver, quelqu'un, toi tu me disais, c'est où, c'est quoi. Je m'occupe en fait de toutes les filiales de Microsoft dans le monde, en dehors des États-Unis et du Canada. Voilà, donc je suis quelqu'un qui voyage 70% de son temps entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud. Je vais aussi à Redmond, là où c'est notre siège, mais je ne m'occupe pas du marché américain. Voilà. Mais ça m'occupe déjà suffisamment dans ma vie. Et voilà. Mais ça, à nouveau, je suis ravi pendant les questions-réponses d'avoir des questions, aussi de répondre à des questions que vous pourriez avoir ou pas sur Microsoft. Mais le sujet vraiment de ce soir, ce dont je souhaite vous parler, c'est de Live4Good. Et la communauté des jeunes entrepreneurs for good, et peut-être des opportunités que certains voudront embrasser, de travailler sur des projets. Je sais que vous travaillez beaucoup sur des modes projets en permanence, sur un certain nombre de compétences qui peuvent vraiment aider des entrepreneurs for good. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, je vais parler de ce qu'est le projet Live4Good, qui a démarré il y a quelques mois. C'est une start-up sociale qui a démarré très récemment. Littéralement, on a lancé les opérations en février. Et je vais vous parler un peu de l'entrepreneuriat social. Qui a entendu parler de l'entrepreneuriat social dans la salle? Levez la main, il n'y a pas à avoir honte, savoir ou pas savoir, c'est à peu près, d'accord. Donc je vais en parler un tout petit peu pour vous donner quelques concepts, parce que c'est encore assez peu connu malheureusement, alors que ça se développe très rapidement. Et puis après, je vais vous parler un petit peu du type de projet qu'on a aujourd'hui, sur lesquels on a besoin de développeurs passionnés et qui peuvent nous aider à développer un petit peu le concept de plateforme sociale dont je vais parler un petit peu dans un moment. Alors d'abord, pourquoi Live4Good? On est parti, un point de vue et un constat, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui, et je sais que Xavier Niel partage ce constat sur 42, c'est comme ça qu'il a créé 42, qu'il y a finalement un vivier de talents inexploités de jeunes. Hein, et je pense que vous êtes tous d'accord pour le dire. Je ne vais pas agiter les chiffres du chômage, chacun les présente à longueur de journée. Mais par contre, quand vous allez à la fois dans des zones dites de priorité, citées, dans des zones rurales aussi, des villages, vous allez dans le monde du handicap, des jeunes handicapés, vous avez chez les réfugiés ou dans des segments de population comme cela, le taux de chômage, il n'est pas de 25%, il est de 60-70% pour des jeunes. Donc ça veut dire que c'est dommage parce qu'il y a là-dedans plein de talents qui en veulent, qui ont des possibilités. Il n'y a pas forcément le bon chemin pour eux pour y arriver. Donc ça, c'est un premier constat. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste par nature, donc je vois ça plus comme une opportunité. Et je me dis, il y a quelque chose à faire. À côté de ça, comme je voyage beaucoup dans le monde, dans mon job, et je suis aussi passionné par la technologie parce que je travaille dans cette boîte technologique depuis quand même plus de 30 ans. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de cheveux blancs maintenant. Donc j'ai vu pas mal de choses passer depuis ces dernières années. Et ben en fait, il y a trois choses qui se passent, trois transformations aujourd'hui un petit peu de la société et la technologie. La première, c'est qu'il y a une génération en quête de sens. Là aussi, je pense que j'enfonce des portes ouvertes. Moi aussi, j'ai des enfants jeunes, j'ai notamment 2 filles jeunes, 21-17 ans. Chez Microsoft aussi, j'emploie des jeunes qui nous rejoignent chaque année, et qui ont 21, 22, 23, 24, 25 ans. Et j'en ai rencontré plein dans les organisations sociales et les associations. Ils ne veulent pas prendre un job pour prendre un job. Ils veulent plus de ça. Ils veulent prendre un job où ils veulent avoir une activité, ce n'est pas forcément prendre un job, qui a un sens et qui, quelque part, leur permettent de s'accomplir tous les jours. Et ça peut vouloir dire différentes choses pour chacun d'entre vous, sûrement dans les rêves que vous avez ou ce que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, c'est un gros changement par rapport à ma génération, même il y a 5 ans, 10 ans avant. Et ça change beaucoup de choses. La deuxième grande transformation de la société, c'est qu'il y a un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur qui s'appelle l'entrepreneuriat social. Et je vais en reparler dans quelques instants. Il prend de l'ampleur pas simplement en France, il prend de l'ampleur dans le monde. Alors vous entendez le terme social business, c'est la même chose. Vous avez peut-être entendu parler de M. Grameen, Yumus Grameen, certains. Ça vous dit quelque chose? Grameen Bank. Bon, c'est un monsieur qui a eu le prix Nobel il y a quelques années, pour aller voir après ses vidéos, parce c'est quelqu'un qui inspire quand on l'écoute, et qui avait démarré il y a plus de 20 ans, 25 ans, les premiers prémices des entreprises sociales, avec la microfinance. La microfinance, c'était donner accès à des gens qui n'avaient jamais la capacité de pouvoir ouvrir un compte bancaire. C'était au Bangladesh que ça s'est passé.
et d'avoir en fait des capacités de faire des prêts à ces personnes de quelques roupies, de quelques dollars, littéralement, donc on ne parle pas de grosses sommes, qui leur permettaient de s'acheter peut-être un téléphone qui valait pas grand-chose non plus, pour les aider à avoir un job qui était par exemple de faire passer des appels dans des villages dans lesquels il n'y avait quasiment pas de connectivité, il y avait juste un hub de connectivité et ça leur a permis de créer des jobs. Ça a été le début de la microfinance. Depuis, vous avez 400 millions de personnes dans le monde qui bénéficient de tas d'organisations de microfinance et qui ont permis à ces personnes de dégager des opportunités de job, de gagner de l'argent, d'être dignes, etc. C'est un exemple parmi d'autres. Et en France, aujourd'hui, l'entrepreneuriat social et solidaire, c'est les lettres qu'on retrouve, ESS. Il y a même une loi, parce qu'en France, on aime bien faire des lois, qu'on défait des fois ou pas. C'est la loi Hamon. Elle définit le segment de l'économie sociale et solidaire. On se trouve des structures très différentes. C'est pour ça que, je vais en parler un tout petit peu, on a les associations. La France, c'est la reine des associations. On en a plus d'1 million en France des associations. Nous, on est une association, l'IFORGUD aussi d'ailleurs. Hein. Donc, il y a des sociétés qui ont des formes mutuelles. Vous avez entendu parler de grandes banques mutuelles, crédits mutuels, etc. C'est des formats juridiques très particuliers. Vous avez des collectivités également. Et vous avez des entreprises sociales. Et je vais parler dans 2 minutes des entreprises sociales, parce que ce sont de véritables entreprises, mais avec une vision et puis surtout un objet qui est fondamentalement social. Plus de 10% des emplois en France, c'est pas assez connu, sont dans l'ESS aujourd'hui. 10%. Et il y a une dynamique de création d'emplois très forte. Alors, ce n'est pas forcément des très grands groupes, quoique, vous en avez 2 ou 3, peut-être le groupe SOS que certains connaissent, le groupe Vitamine T, qui sont des groupes de plusieurs centaines de millions d'euros en France, qui sont de véritables entreprises sociales. Et après, vous avez des tas de petites startups, de petites organisations qui fourmillent, qui se créent un peu partout en France, dans pas mal de villes et dans plein de pays du monde, par des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, c'est pas que des jeunes, très clairement, il y a tout, qui ont envie d'accomplir quelque chose avec un modèle un petit peu différent. La troisième transformation, je la vis tous les jours, et si vous êtes là, c'est quelque part vous y croyez, je pense, d'une manière ou d'une autre, c'est que le numérique, le digital, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez, est en train de transformer le monde économique d'une manière gigantesque. Moi, je le vis tous les jours dans des projets que je fais à titre professionnel avec de très grandes entreprises, des startups, dans des secteurs aussi différents que la finance, que le retail, que l'automobile, que la distribution, que les services publics, etc. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que le numérique passait à côté du social. Le social est en train de passer à côté du numérique. Ça veut dire que dans le monde que je vous ai décrit de l'ESS, il y a très peu d'acteurs qui utilisent à bon escient ou qui savent, pour différentes raisons, utiliser toutes les innovations que vous connaissez, le cloud, les applications mobiles, le big data, l'intelligence artificielle ou bien d'autres choses encore qui sont en train de connaître des avancées considérables. Et on s'aperçoit que soit ils n'ont pas des compétences comme les vôtres dans leurs organisations, soit ils n'ont pas bien compris le potentiel qu'avait pour eux dans leur activité d'avoir un impact social décuplé par la technologie. Donc voilà un petit peu les 3 points forts sur lesquels on a basé un peu notre analyse en disant nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la modeste contribution qu'on peut apporter par rapport à ces grandes transformations? Alors, notre mission, en quelques mots, c'est réaliser le potentiel des jeunes au parcours non traditionnel par l'entrepreneuriat social et le numérique. C'est vraiment ces quelques mots clés, c'est pas plus long que ça. Ça veut dire qu'on veut s'adresser à des jeunes, on a mis une barre parce qu'à un moment donné, on souhaitait tout simplement définir un univers de moins de 27 ans, d'accord? Donc, c'est pas grave si certains ont plus de 25 ans, hein. Je vois certains qui commencent à dire. Bon, peu importe, donc c'est moins de 27 ans. Et au profil atypique ou non traditionnel, c'est vraiment des jeunes qui généralement n'ont pas la chance de recevoir des aides ou des prix qui existent en France. Il y a plein de prix d'entrepreneuriat qui existent, il y a plein d'organisations qui aident chaque année, pas mal de jeunes, mais on trouve un petit peu généralement toujours les mêmes qui les gagnent. Enfin, un petit peu les mêmes, c'est un peu le même groupe. Donc là, l'idée qu'on a, c'est d'essayer d'aller au-devant de ces jeunes qui ne connaissent pas forcément ces opportunités. C'est des jeunes qui viennent de milieux socio-économiques défavorisés. C'est des jeunes qui sont peut-être en décrochage scolaire, qui ont arrêté les études, mais qui progressent par eux-mêmes en faisant leur propre chemin. Ça peut être des jeunes, comme je disais, qui sont peut-être enclavés dans des zones rurales où il ne se passe pas grand-chose, et à moins qu'ils inventent eux-mêmes leur futur, il ne se passera pas grand-chose, sauf à migrer dans des grandes villes, ils n'ont pas envie de le faire. Ça peut être des jeunes qui affluent avec des familles de réfugiés où il y a plein de talents, mais on ne sait pas trop les aider, les prendre en charge pour trouver une voie, une filière pour eux. Ça peut être des jeunes dans le monde du handicap. J'ai rencontré pas mal les fédérations dans le monde des jeunes handicapés. Il faut savoir que 80% des jeunes s'arrêtent
au niveau du bac, des jeunes qui ont un handicap. Ce qui est triste, mais parce que derrière, il y a tout un environnement très compliqué pour les jeunes et pour leurs familles. Et ce qui est dommageable aussi, c'est que par exemple, dans cet univers-là, très peu connaissent l'entrepreneuriat. Alors qu'il y a une volonté farouche pour beaucoup d'entre eux de faire des choses remarquables, mais on ne leur a pas donné les clés d'ouverture. Voilà, je vous ai donné quelques expressions de ces jeunes un peu différents. Alors, on va essayer d'aller à leur rencontre. C'est pas simple parce qu'ils ne sont pas forcément connectés d'abord sur les mêmes communautés, les mêmes sites, etc. Donc pour ça, on a utilisé pas mal de partenaires. Je reviendrai là-dessus. L'entrepreneuriat social, en 3 minutes, c'est finalement un entrepreneur, c'est quelqu'un social qui est motivé par l'intérêt général. L'intérêt général, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que notre société sera meilleure, d'accord, au sens large. Ils vont imaginer des solutions innovantes à des problèmes sociaux ou environnementaux. Les problèmes sociaux et environnementaux, ça peut toucher l'alimentation, ça peut toucher l'emploi, ça peut toucher les compétences, ça peut toucher le réchauffement climatique, ça peut toucher tous les problèmes que vous connaissez dans votre vie, autour de vous, dans votre ville ou l'endroit où vous vivez ou dans les communautés que vous connaissez et pour lesquelles il n'y a pas forcément des évolutions toujours très positives. Et pour ça, ils vont créer en fait une entreprise. Donc c'est une véritable entreprise. On parlera de la structure juridique ensuite, mais avec un véritable modèle économique. Donc ce n'est pas simplement, je suis clair, une association. Ça, une association, c'est une structure juridique. Une structure juridique permet de faire des choses, mais la plupart des associations en France, comme vous le savez sans doute, fonctionnent avec un modèle économique, entre guillemets, qui consiste à aller chercher des subventions, des aides publiques, auprès de mairies, auprès de l'État, ou auprès de mécènes grandes entreprises, pour fonctionner. C'est pas mal en soi, mais on sait tous que ça peut être fragile. Et j'ai connu des associations comme ça, qui faisaient des choses remarquables et qui ont disparu du jour au lendemain parce que tel mécène ou telle entité publique, conseil général, peu importe, ne voulait plus l'année suivante les aider. Donc tout l'effort réduit à néant. Eux, en fait, ils se distinguent dans quatre niveaux différents. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est qu'il y a une finalité sociale et environnementale. C'est-à-dire qu'ils mesurent leur succès par l'impact social. L'impact social, ça se mesure. Il y a même plein de gens maintenant qui sont en train de le modéliser. Il y a même des applications en big data ou autre pour aller chercher des données externes, internes, pour faire des modèles d'impact social. Ça peut être comment vous allez améliorer la vie de telle personne. Je pense qu'il y a plein par exemple, d'associations ou d'entreprises sociales aujourd'hui qui essaient de faire des choses pour les SDF. Bon, il y a plein de SDF, vous les voyez comme moi dans la rue, et il y a des applications qui existent, certains d'entre vous les connaissent, pour mettre en relation des personnes qui vivent dans un quartier avec des SDF, pour soit leur redonner confiance, soit leur donner des petits jobs qui vont leur permettre d'avoir un peu d'argent, d'être dignes, d'aller prendre une douche, de pouvoir manger et de faire quelque chose, soit d'aller même encore plus loin. Et ça veut dire que derrière, il peut y avoir un modèle économique où on puisse faire payer, non pas par les SDF, mais peut-être par d'autres personnes, un service qui va permettre de rendre la vie meilleure pour ces SDF. Et ça se mesure. Après, on va mesurer le nombre de SDF qui reprennent un job, qui reprennent confiance, etc. Donc, ça, c'est l'impact social. Le projet économique viable, ça veut dire que les vraies entreprises sociales, elles vont avoir autour d'une idée forte, d'un projet, une solution. Et cette solution, ils vont créer peut-être des produits, comme toute entreprise, ou des services qu'ils vont vendre. Donc ils vont être capables finalement d'opérer leur business comme un vrai business, en vendant des produits et des services, en les vendant à des personnes ou des entreprises qui ont la capacité à payer, mais peut-être pour en faire bénéficier des bénéficiaires qui, eux, gratuitement, n'auront pas la capacité de les payer. Donc en gros, c'est un modèle souvent hybride dans lequel on crée, il faut être créatif sur le modèle économique, des produits, des services qu'on va vendre à ceux qui peuvent acheter. Et cet argent va permettre d'être tout simplement adressé gratuitement par des services à ceux qui en ont plus besoin. C'est une lucrativité encadrée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une entreprise sociale, elle a le droit de faire du profit. C'est pas un gros mot le profit, ok, d'accord? C'est un business. Par contre, la grosse différence, et c'est comme ça que Grameen l'avait défini dans un social business, c'est que ce profit, il n'est pas redistribué à des actionnaires. Il n'est pas redistribué à des actionnaires. Il est redistribué aux bénéficiaires pour amplifier l'impact social. C'est-à-dire que cette organisation qui a réussi à créer des produits et services qui ont un succès, elle va tout simplement récupérer le fruit du profit, du chiffre d'affaires qui a été créé, pour amplifier ses ressources et avoir un impact encore plus grand. Je vous prends un exemple que vous connaissez peut-être pour certains. Vous avez entendu parler de Simplon ?
pas mal, parce que là, ça touche un petit domaine que vous connaissez. Hein. Ils font bon, je connais très bien le fondateur de Simplon, qui a fait un travail remarquable. Au départ, Simplon, c'est une association. Ça a démarré il y a 3-4 ans, Frédéric, avec son modèle. Comme vous le savez, en convertissant des personnes, jeunes ou pas jeunes, par une formation de 6 mois avec des méthodes qui sont prouvées très très bonnes, en leur donnant accès à un certain nombre de compétences de base. Alors, ce n'est pas forcément pour devenir des architectes dans le cloud, mais peu importe, ça leur permet, eux, d'avoir un job, confiance, une activité. Il a 85% de taux d'employabilité derrière. Il a trouvé un modèle économique, Frédéric, où il a finalement des collectivités, non pas qui lui subventionnent, mais qui lui achètent un résultat d'employabilité. Parce qu'ils se disent, je viens à Montpellier ou je viens à Marseille, je fais une sélection de vos personnes qui sont à Pôle emploi, et franchement, on ne les aide pas vraiment à savoir ce qu'ils peuvent faire demain. Et là, je vous garantis que 80-85% d'entre eux, derrière, ont un job. Ça, c'est quand même assez puissant. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est en train d'ouvrir comme presque des franchises, non seulement en France, en Afrique, dans d'autres pays. Il a un modèle économique qui lui permet finalement de générer et d'investir dans son activité, d'ouvrir de plus en plus de centres, avec un modèle très éprouvé, pour avoir de plus en plus de personnes qui vont trouver un job. C'est un exemple parfait, je trouve, d'une entreprise sociale qui a démarré et qui a fait évoluer son modèle économique pour avoir un impact plus grand. Le dernier point, c'est une gouvernance participative. Bon, pour ceux d'entre vous qui connaissent le monde des entreprises commerciales ou pas, alors il y a tout type d'entreprises, et peu importe le statut juridique, SAS, SA, etc. Gouvernance participative, c'est-à-dire contrairement à des entreprises cotées comme Microsoft ou d'autres, où vous avez un conseil d'administration donc, qui représente des actionnaires, vous avez un board, vous avez des gens qui prennent des décisions sur la stratégie, sur la distribution justement des bénéfices de l'entreprise. Là, c'est en fait un environnement où généralement l'organisation, c'est pas qu'il n'y a pas de boss. Bon, généralement, il faut qu'il y ait quand même une organisation où des gens prennent des décisions, mais ça veut dire qu'ils les prennent ensemble. Par exemple, j'étais aux Philippines, où il se passe des choses remarquables, où il y a tout un écosystème de social business. Et vous avez un exemple d'une entreprise qui a été faite par un Français et avec des Philippins, qui s'appelle Plush and Play. Plush and Play, qu'est-ce qu'il fait ? Il a utilisé des ressources naturelles qui étaient tout simplement dans la nature philippine. Et il en a fait des peluches qui représentent des personnages des célébrités philippines, parce qu'ils sont très social, les artistes, cinéma, etc. Ces gens, c'est plus connecté au monde sur Facebook par habitant. Enfin, c'est une population très, très active. Et comment il a fait ? Il a créé un modèle économique où des grandes entreprises lui financent après, avec leur logo, ces peluches. Et lui, il a utilisé, entre guillemets, il a 70 salariés qui sont des femmes qui avaient été licenciées il y a quelques années dans la crise du textile où les Philippins coûtaient trop cher. Donc, comme tout mouvement économique, l'industrie textile, elle est partie au Cambodge et dans un autre pays où c'était moins cher. Et ces femmes ont utilisé leurs compétences aujourd'hui, sont payées et participent à la décision de l'entreprise Plush and Play. Elles sont autant de mots à dire que lui, qui est un Français, qui est Fabien, qui a un HEC, qui vit là-bas depuis 3 ans maintenant, parce qu'il a décidé de rester là-bas, pour faire grandir son entreprise sociale. Voilà quelques exemples que je voulais vous donner. Et voilà ce qui différencie les entreprises sociales d'entreprises tout court. Live for Good, c'est quoi maintenant, rapidement ? C'est 4 choses. C'est une association, donc on est en un statut associatif, et une petite équipe. Au départ, j'ai créé ça avec des membres de ma famille, parce qu'il y a une histoire familiale aussi dont je n'ai pas parlé, qui est importante aussi comme point de départ. Des amis et quelques autres personnes qui nous ont rejoints. C'est un prix annuel, je vais en parler, qui s'appelle le prix annuel, prix Gabriel Live for Good, justement à la rencontre de ces jeunes pour les aider à développer leurs projets. C'est un écosystème de partenaires qu'on appelle des ambassadeurs, d'autres ONG qui connaissent ces jeunes que l'on ne connaît pas, et donc ils vont nous aider à les identifier pour qu'ils puissent candidater. C'est des entreprises partenaires qui nous aident à avoir des compétences pour coacher, supporter ces jeunes. Et puis c'est une plateforme technologique à construire, pour être très clair. On n'arrive pas avec quelque chose qui était construit, on va le construire avec ces jeunes. Et je vais revenir là-dessus parce que ça fait partie des challenges éventuellement ou des projets qui pourrait peut-être tenter certains d'entre vous, et on serait ravis d'avoir votre contribution. Là, j'aurais dû faire le pointeur, donc du coup je vais passer là. On a une toute petite vidéo, c'est 1 minute 30, on va la passer, qui vous explique le concept en 1 minute 30. Ah ben mince, l'écran est pas... Marion a 21 ans et elle étudie le droit depuis 2 ans. Elle ne sait pas encore ce qu'elle fera comme métier plus tard, mais elle veut qu'il ait du sens. Désolé. Oui. Bon, alors... Vous n'avez pas Edge, c'est ça ? Lui, c'est Karim. Il vient des milieux populaires. Bon, écoutez, alors, il faut que je fasse l'écran. Comment ?
Il est toujours sur la vue. Ouais, c'est parce que il faut que je mette des lunettes. Bon, c'est pas grave. Je le remettrai après. Il faut que je mette des lunettes, donc je vais pas interrompre. Mais je vous le mets après, je vous promets. Je sais pourquoi. Oui, c'est l'extension d'écran, ce que j'ai gardé, mais j'ai gardé l'interface d'écran partagée en fait. Je pense que c'est ça. Je vais mettre les lunettes parce que là, j'y vois rien sans les lunettes. Je suis désolé. Au bout de quelques années devant des écrans, ça abîme. C'est revenu là-dessus au moins, ok. Donc en fait, ce qui divise en 1 minute 30, je vais le remettre ensuite, c'est qu'il y a 4 récompenses pour cet appel à candidature. Donc on a lancé un appel à candidature qui a démarré début avril, qui va se clôturer dans, c'est 9 jours je crois, le 8 juillet, donc ça arrive très vite, et qui permet sur le site Live for Good en 11 questions. Elles sont assez simples et on demande toute forme d'expression. D'ailleurs, ça peut être l'écrit, ça peut être des vidéos, ça peut être des fichiers attachés, pour soumettre sa candidature à ce projet. 4 aides vont être apportées à 5 lauréats à l'issue de ce prix. Premièrement, c'est une bourse pour se consacrer à plein temps à leur projet. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes qui essayaient de démarrer leur projet d'entreprise sociale, d'abord, il fallait qu'ils se nourrissent, qu'ils logent quelque part. Donc, ils avaient un job où ils continuaient à étudier. Ils ne pouvaient pas faire ça en même temps. Ils faisaient ça la nuit, à temps caché, masqué, mais ça n'avançait pas. Donc là, l'idée, c'est que nous, on va prendre en charge l'équivalent d'un logement et de nourriture pendant 1 an sur Paris ou région parisienne. Voilà, pour qu'ils ne se préoccupent pas de dire est-ce que je vais me loger ou me nourrir, qui leur permettent de se concentrer à 100% sur leur projet. Deuxièmement, c'est un incubateur social. Donc, ce n'est pas un incubateur tech, il y en a plein à Paris. C'est un incubateur qui s'appelle la Social Factory qui va aider et suivre ces jeunes pendant 12 mois, pendant 1 an. C'est KGMAP, c'est dans le 11e, ça fait partie de La Ruche. Peut-être certains connaissent La Ruche, qui est assez connue sur Paris. Et en fait, il va y avoir des mentors qui vont les suivre sur tous leurs projets. On va les aider à comprendre comment faire un business plan, parce que la plupart d'entre eux, tous sans doute n'auront jamais fait de business plan de leur vie. Ils vont être conseillés pour savoir quelle est la bonne structure juridique à choisir pour créer leur entreprise. Ils vont démarrer l'entreprise, démarrer à avoir les premiers clients et opérer leur entreprise, démarrer le job d'être finalement créateur d'entreprise. Troisièmement, on met en place un réseau de mentors, d'autres entrepreneurs déjà confirmés, qui vont les mentorer, c'est-à-dire c'est des contacts one-to-one, sur les conseils, des discussions sur ce que c'est d'entreprendre, la façon dont on fait pour parler avec des clients. Ça a l'air des questions toutes bêtes, mais quand on l'a jamais fait et qu'on crée un business, quand on recrute des employés futurs, quand on a une offre à créer, etc. Donc c'est du mentorat. Et quatrièmement, c'est la plateforme dont on a parlé avec des fonctionnalités. L'idée, c'est de se dire, je me suis rendu compte que beaucoup de ces organisations naissantes, la plus grosse difficulté qu'elles ont, c'est un effet d'échelle. Et donc quelque part, c'est d'avoir de la visibilité. Je ne parle pas simplement d'un site web. Bon, ça, okay, tout le monde peut avoir un début de site web. Mais c'est après de gérer, finalement, la relation qu'ils ont avec leurs bénéficiaires, avec leurs clients, avec leurs volontaires. Parce que beaucoup d'organisations sociales ont des volontaires, des réseaux de volontaires considérables selon l'activité qu'ils ont. Et donc, quelque part, il y a des fonctions de base qu'on va créer qui vont permettre finalement, en adaptant, en traduisant, j'allais dire, le business plan de telle entreprise sociale, de l'opérer avec une application et un back-end qu'on est en train de créer sur le cloud. Ça va être hébergé dans le cloud, donc pour leur permettre d'opérer leur business avec toutes les fonctions de base. On ne va pas créer un Salesforce, un SAP ou autre, ce n'est pas du tout l'ambition. C'est des modules très simples qui vont leur permettre de commencer à opérer leur business. Voilà un petit peu le concept. Ça, c'est les 4 aides. Ensuite, au-delà de ça, donc, c'est un laboratoire d'innovation sociale numérique, puisqu'on va vraiment apprendre avec eux. Et avec ces 5 gagnants, on va créer avec eux les extensions de cette plateforme. C'est une plateforme d'ailleurs qui va développer en open source. Okay, je vais revenir tout de suite après sur un peu les différentes compétences requises. On veut aussi, bien au-delà de 5 lauréats, on a envie de créer toute une communauté d'entrepreneurs. Donc ça veut dire que tous les candidats qui candidatent actuellement à notre prix jusqu'au 8 juillet vont pouvoir faire partie de la communauté à partir du mois de septembre, à la rentrée. La communauté, il y aura un certain nombre de services.
de formation, de mentoring, certains composants technologiques aussi qu'on va développer avec les 5 jeunes qui seront mis à disposition de cette communauté pour leur permettre, même s'ils ne sont pas incubés pendant 12 mois, de continuer à avancer sur leur projet. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une relation aussi forte entre ceux qui sont sous incubation et les autres qui veulent continuer à avancer sur leur projet. Et donc de créer vraiment un mouvement, stimulant de jeunes qui vont avancer et discuter ensemble d'ailleurs, aussi d'un environnement collaboratif sur leur projet. Alors, on a un jury, voilà, parce qu'il faut un jury pour décider. C'est un jury très éclectique. C'est des personnes qui sont dans le milieu de l'ESS, dont je parlais, ou de l'entreprise. Donc, vous avez dans l'ESS Unicité. Je ne sais pas si vous connaissez Unicité. C'est une personne super, Marie Trélucan. C'est quelqu'un qui a aidé à créer le concept de service civique. Vous connaissez le service civique, peut-être ? Entendu parler, parce que ça a un impact énorme dans notre pays. C'est elle qui a vraiment créé ça au départ. Donc, et elle a une organisation Unicité qui agit partout en France pour des jeunes justement qui ont des difficultés et en employant le contrat service civique qu'elle a fait créer auprès de l'État en fait. Bardot, on en a parlé, Frédéric Simplon. Jacques Attali, parce que je le connais bien, qui a créé des activités de microfinance, mais qui va au-delà maintenant avec Positive Planet. Vous avez après des personnes vraiment dans le domaine de l'entreprise. Jean-Marc Patouillet est l'un des associés de Partech Ventures. Partech Ventures, c'est un venture capitaliste, lui, qui est vraiment dans la tech, à fond. Je trouvais ça intéressant parce qu'il a un regard complémentaire du social. Et comme on a une composante numérique qui est dedans, il va apporter un petit peu son point de vue. Vous avez quelqu'un comme Ismaël Lemouel, qui est fondateur d'Helloasso. Je ne sais pas si vous connaissez Helloasso, c'est une plateforme qu'il a créée qui permet à des associations, dont la nôtre, je l'utilise parce que c'était tellement simple, il y a un plugin, de collecter des dons. Et donc, en fait, son concept sur les dons, c'est tout simplement que la personne qui veut faire un don à une association, elle laisse un pourboire. Ce n'est pas un pourcentage. Alors, toutes les autres plateformes, généralement, disaient, je vous prends 5%, donc vous n'étiez pas très content, parce que vous faites un don à une association, il y a 5 ou 10% qui s'en allaient dans une autre boîte noire. Lui, il dit à votre bon cœur. Et ça marche bien, hein. Il a levé des millions d'euros déjà en créant sa plateforme Helloasso. Il ajoute d'autres services maintenant là-dessus. Voilà, après vous avez quelqu'un comme Adecco. Adecco est un partenaire entreprise qui est connu dans le domaine des ressources humaines, qui va apporter sa contribution et d'autres encore. Ça, c'est un peu les partenaires qu'on a autour de nous. On a des partenaires qu'on appelle les ambassadeurs, et ils ne sont pas tous là, mais quelques-uns. Tout ça, c'est des organisations formidables, fantastiques, des gens très différents. Planète Adam, par exemple, ils travaillent dans les quartiers. NQT aussi, c'est nos quartiers ont du talent. Sport dans la ville, c'est par le sport pour intégrer des jeunes un petit peu dans la société. Le MOVE, c'est un petit peu une forme de syndicat des entreprises sociales. La FEDH, c'est la Fédération des jeunes handicapés. Enactus, c'est l'entrepreneuriat social des jeunes là, plutôt diplômés, etc. Et puis, vous avez des entreprises qui nous aident avec des pro bono de compétences, c'est-à-dire que les entreprises en question apportent des compétences humaines pour faire de la formation, pour faire du mentoring, ou bien dans le cas de Microsoft, puisque c'est mon entreprise, pour apporter tout simplement la plateforme Cloud Azure sur laquelle vont pouvoir être hébergées la plateforme et les différentes applications qui seront dessus. D'accord ? Donc voilà un petit peu ces différents partenaires. Maintenant, de quoi il s'agit-il, les missions, les projets ? 2 types de projets, 2 échéances différentes. Première qui peut démarrer dès demain, ceux qui peuvent et qui ont la capacité de travailler dès demain, j'allais dire, mais littéralement, dans les jours qui viennent. Ça consiste vraiment à nous aider. On a commencé à développer un début de back-end. Nous, on a notre propre site web qui est le front-end, très simple. Vous allez live-for-good, etc. Et il y a quelques services qu'on a commencé à développer. Et derrière, donc, on est en train de développer un certain nombre d'autres services qui sont en fait développés en JavaScript, Node.js, MongoDB. Ça, c'est vraiment les compétences clés qu'on utilise pour développer cette plateforme et pour lesquelles, finalement, on veut avoir déjà des modules de base qui nous permettront, dès qu'on va démarrer avec ces 5 jeunes, d'avancer déjà avec un certain nombre de services avec eux. Mais sachant qu'on sera qu'au début de la création avec eux. L'idée ensuite, comme c'est une plateforme open source, c'est de pouvoir évidemment dans la communauté créer également une stimulation pour avoir d'autres modules qui pourraient être créés simplement et d'avoir une addition de modules fonctionnels qui vont permettre à des business sociaux très différents d'opérer sur leur business de manière très rapide. C'est ça l'idée. Voilà un petit peu en 2 mots. Ensuite, l'autre projet qui démarrera plutôt plus tard, parce qu'on a les 5 lauréats qui vont démarrer en septembre, une fois qu'on aura remis les prix.
Et sincèrement, on sait que les premiers mois, il va falloir les aider pour développer le business plan, etc. Donc, c'est pas comme s'ils vont démarrer dès le premier jour de septembre avec un business tout de suite. Ça se saurait si c'était aussi magique que ça. Donc, ça va être probablement fin de l'année calendaire 2016 ou début 2017, janvier-février, pour lesquels ce qu'on souhaite faire, c'est créer des couples, ou plus que des couples d'ailleurs, enfin, des couples au sens personnes qui travaillent ensemble, des binômes, je devrais dire, ok, des binômes, dans lesquels on va mettre l'entrepreneur social et sa petite équipe. Des fois, il y en a qui viennent en équipe, on va voir selon les projets qu'on aura, ils sont seuls, des fois 2, 3, et de mettre quelqu'un sur un projet qui viendrait les aider littéralement à incuber leur business plan avec la plateforme. Et donc de réaliser avec eux littéralement, avec finalement le business user d'un côté qui est le créateur de l'entreprise, et il y a le développeur, le dev de l'autre côté qui viennent ensemble pour traduire ça de manière numérique tout simplement. C'est ça un peu l'idée, de le faire ça auprès des 5 entrepreneurs. Pour apprendre d'abord à mieux utiliser et à développer la plateforme. Chaque équipe pourra contribuer à des modules complémentaires aussi, ce qui sera intéressant. On espère qu'on aura des domaines d'activité très différents, parce que je vous l'ai dit, l'environnement social, environnemental, c'est très large. Donc il y en a qui peuvent s'intéresser à l'emploi, d'autres à la culture, d'autres à je ne sais quoi. Il y a des choses, des projets très variés. Mais derrière, voilà, il y a une communauté qui se créerait. Voilà un petit peu le projet. Et je m'arrête là pour prendre des questions. J'ai un nom de contact aussi, Didier Deneuve, en fait, c'est mon CTO virtuel parce qu'il n'est pas en France, donc c'est plutôt à distance. Il fait ça pour m'aider et qui serait la personne un peu référente de contact pour encadrer un petit peu ce projet avec un ou deux autres jeunes développeurs qu'on a dans notre équipe aujourd'hui. Questions, commentaires? Oui. Pour accompagner les 5, absolument. Par contre, pour travailler avec l'association Live for Good, ça peut être dès maintenant, littéralement. Dès début de semaine prochaine, enfin bon, après modulo les possibilités de chacun, etc. Parce que là, il y a du taf dès maintenant à faire, en fait. Donc, il y a plein de choses qu'on voudrait créer dès maintenant. Oui. Vous avez parlé de mettre les outils en open source. Vous avez un GitHub? Oui. Ça aurait été bien de le mettre dans les... Oui, j'aurais dû le mettre, vous avez raison. C'est un oubli. Oui. On peut donc postuler avec une idée de start-up sociale du coup. Ah, si vous êtes candidate aussi, c'est une autre option. C'est pour ça que je vous ai présenté tout le projet vous-même. Vous avez jusqu'au 8 juillet, absolument. Donc finalement, pour être très clair, c'est une très bonne question, parce que vous-même aussi peut-être porter des projets, c'est très possible. Vous pouvez candidater. Et vous avez dit que c'est que pour les jeunes. Mais tu as l'air assez jeune, non? Je sais pas. C'est un peu jeune à l'interview. C'est pour les jeunes, oui, c'est un prix pour les jeunes. 27 ans. Jusqu'à 27 ans. Ok? Ça en couvre pas mal quand même, hein? Oui? J'ai le projet. Oui? J'ai le projet, je souhaiterais le proposer, mais j'ai 31 ans. Oui. Est-ce qu'on met l'acte du projet ou il y a toujours possibilité Alors, je dis pas que c'est une ruse, je dis pas que c'est une ruse, mais j'ai déjà eu la question, bien sûr. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a vraiment le porteur du projet, qui c'est vous, enfin c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre. J'imagine que c'est plutôt toi, c'est ça en fait. Voilà. Bon, ce qui est important. À côté, souvent, ce qu'on a, c'est un début d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 personnes autour. Donc, la ficelle, j'allais dire. Non, mais c'est de dire, mais il faut pas que ce soit non plus. Il faut pas que ce soit factice. C'est-à-dire qu'après, si la personne qui est dans l'équipe, elle a un rôle bidon et qu'elle fait rien, non. Il faut que ce soit quelqu'un qui est vraiment. Si vous avez quelqu'un dans l'équipe qui a moins de 27 ans, qui est vraiment un copartenaire de l'équipe, oui. Et qui va être sur le projet. Si c'est juste pour candidater après et de dire ben non, en fait, c'était juste pour remplir le formulaire et montrer qu'il y avait quelqu'un qui a moins de 27 ans, ça ne le fera pas. Voilà. Donc autant dire les choses comme elles sont. Voilà. Je sais, mais on a voulu commencer sur des jeunes. Voilà. J'ai toujours bossé dans le social et très sincèrement, le projet il m'intéresse à 100%. Oui. Je suis venu à 42 pour faire du social après. Ah. Mais il n'y a pas un équipier qui... Oui. La même dimension. D'accord. Mais avoir un équipier qui est moins de 27 ans, ça peut être intéressant, ça se trouve. Oui. C'est pas très compliqué. Il est peut-être dans la salle d'ailleurs. Hein. Non, mais ça se trouve. Mais c'est dommage de ne pas l'ouvrir au cas par cas si quelqu'un a un projet intéressant. Parce que dans l'idée, vous limitez ça aux jeunes et du coup, bah, vous
vous fermez les portes à gaz. Oui, parce que mais bon, c'est un parti pris, c'est vrai, c'est pas parfait. On est à la version 1.0, donc on apprend, on a les feedbacks, on a fait évoluer, pour tout vous dire, on a démarré à 25, on est monté à 27 au fur et à mesure. Mais là, à un moment donné, il fallait prendre. 35, on n'est pas vieux. Mais je sais qu'on n'est pas vieux. Et d'ailleurs, mais je vous dis pourquoi on l'a fait, ce parti pris aussi. Parce que sincèrement, les entrepreneurs, et on sait qu'il y a un risque plus important, mais on le prend, peu importe, c'est que la plupart des entrepreneurs sont des serial entrepreneurs. Ils ont lancé 2, 3, 4, 5, ils se sont plantés 4, 5 fois, et la 6e fois, ou peu importe, ou la 3e, ça marche. Et donc, ils arrivent au bout d'un certain nombre d'années. Il y a des contre-exceptions qui, tout jeunes, boum, bingo, ça marche tout de suite, mais c'est assez rare. Mais nous, on a voulu vraiment aller au cœur vraiment j'allais dire, de la dimension des jeunes, non pas que les autres n'ont qu'un intérêt, Sûrement parce qu'il y a que je tellement... chez les jeunes aussi. C'est pas fou. Dans l'idée, je comprends. C'est dommage. Mais je comprends la question, mais on fera peut-être évoluer tout ça. D'autres questions, commentaires, oui? C'est très embryonnaire, très sincèrement c'est embryonnaire parce qu'on a démarré à nouveau il y a 4 mois. On avait 2 jeunes développeurs, enfin un seul pendant 4 mois, il y a un deuxième qui vient d'arriver, et le premier va partir faire autre chose. Il s'est concentré sur quelques fonctions de base sur notre propre back-end pour tout simplement traiter par exemple les formulaires de candidature, traiter un certain nombre de services qu'on commence à avoir sur la plateforme. Et donc on n'en est qu'au début. Donc l'idée aussi, je pense qu'il peut être stimulante, c'est de contribuer à la création de ça, parce qu'on n'en est vraiment qu'au début. Donc vous attendez pas à trouver un environnement qui est déjà... Non, c'est pas un OS qui est déjà défini avec tous ces services. Il faut vraiment contribuer à le faire. Par contre, je pense qu'on a une vision, on sait à peu près où on veut aller. Et on a besoin de développeurs talentueux qui sont capables d'apporter aussi leur passion peut-être pour ce type de projet, quoi. D'autres questions ou commentaires ou... Il y a d'autres candidats dans la salle? Oui, allez-y. On en a plusieurs dizaines. Et d'après l'expérience de ceux qui font des appels à candidature, m'a-t-on dit, dans les 3 derniers jours, il y a une... Voilà. Bon, non, faut le voir pour le croire, comment dire. Mais oui, il y a pas mal de candidatures pour l'instant, ça démarre. Ouais. Là, en fait, l'appel à candidature, vous demandez des gens qui ont des idées, pas forcément quelque chose de déjà très défini. Alors, c'est une bonne question. Parce que l'idée, c'est pas je vais, comment dire, par exemple, je sais pas, j'ai une idée géniale, je voudrais que les océans du monde soient d'une pureté incroyable. Ça, c'est mon idée. Non. Donc, je dis ça, je plaisante, mais on est un peu au-delà de l'idée. C'est-à-dire qu'on est au-delà de l'idée. Il y a 2 organisations qui font de très belles choses, d'ailleurs, qui sont dans le domaine de l'idée, où ça s'appelle du déclic. Vous connaissez peut-être Ticket for Change, que je connais bien aussi, qui font de très beaux trucs. Il y a un peu le voyage initiatique pour comprendre et faire réfléchir des jeunes, là aussi, sur ce qu'ils pouvaient faire. Nous, on est un peu à l'étape d'après, où la personne a déjà réfléchi, elle connaît le besoin, et idéalement, c'est parce que c'est une personne qui a vécu dans un environnement, et donc elle connaît le problème elle-même, peut-être, d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Et derrière, elle a commencé à identifier une solution. Elle a peut-être même testé un début. Ça ne veut pas dire qu'elle a un business plan à nouveau, mais elle en parle d'une manière qui est authentique. On voit qu'il y a quelque chose de réfléchi derrière, qui a un potentiel possible. Voilà. Donc c'est au-delà de l'idée quand même. C'est au-delà de l'idée. Oui. Au final, la formation que vous proposez, celui qui va être sélectionné, qu'est-ce qu'il va y avoir véritablement comme différence avec les autres formations des grandes écoles de commerce qui proposent pour les jeunes entrepreneurs? Plus orienté vers le social, c'est sûr, mais... Alors nous, ce n'est pas une formation proprement dite. Nous, la formation, c'est en faisant l'entreprise. Moi, je suis un très grand praticien. Je suis toujours convaincu qu'on apprend beaucoup plus en faisant qu'en allant dans une école ou autre, même si j'ai fait moi-même des écoles. Donc, je contre-exemple de tout ça. Mais j'ai appris toujours beaucoup plus en faisant les choses. Donc, ça veut dire que la formation, il y aura quelques formations. Je titille un petit peu. Il y en aura parce que dans les 12 mois, on aura des formations, par exemple, avec des experts, un peu dans le financier, un peu dans le juridique, un peu dans le légal, un peu dans le digital marketing, un petit peu dans toutes les notions qui vont aider un entrepreneur à gérer un business, clairement.
Parce qu'il y en a plein qui n'ont jamais été dans une école de commerce ou autre, ou qui ont des bases là-dedans. Donc on va proposer ça également, absolument. Mais ça ne se positionne pas face à une école de commerce ou autre qui aurait un cursus sur 3 ans. Et autres. Donc c'est une approche très différente. On veut quelqu'un qui ait une fibre d'entrepreneur. Une fibre d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui accepte jamais le non comme une réponse. C'est quelqu'un qui est, c'est pas buté, c'est quelqu'un qui a une résilience, qui a une capacité à surmonter des problèmes, un plantage, des échecs tous les jours, parce qu'on s'en prend plein la tête quand on entreprend, clairement. Et donc, et qui est quelqu'un qui est flexible aussi pour apprendre auprès des clients ou des bénéficiaires ce qu'ils devraient faire pour que ça marche, et d'itérer de manière extrêmement régulière et rapide sur son idée pour voir s'il a quelque chose, un concept qui commence à bien fonctionner avec ses clients. Et nous, on va l'encadrer avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience aussi. On va les aider. On va les mettre au sein d'un incubateur. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Ils ne sont pas livrés tout seuls à eux-mêmes où ils rentrent chez eux et puis ils essaient d'avancer par eux-mêmes. Ils auront autour d'eux non seulement les 5, mais ils auront autour d'eux plein d'autres entrepreneurs sociaux qui sont chez la Social Factory. Et notre communauté aussi. C'est-à-dire qu'ils vont sans arrêt baigner dans une stimulation avec d'autres qui affrontent des problèmes semblables à eux, à leurs propres problèmes. C'est ça un peu notre philosophie, c'est d'apprendre en faisant, et avec du coaching et du mentorat bienveillant aussi pour les aider à comprendre les clés, surtout s'ils viennent d'environnements très différents, comment ça marche pour qu'une entreprise ait un sens et que j'arrive à faire fonctionner une équipe, que j'ai une bonne dynamique, que mon entreprise elle prenne de l'allure, etc. Donc on va les aider un petit peu sur tous ces fronts-là. Oui. Sur ce modèle d'entreprise, il y a des levées de fonds. Alors là, on n'a pas prévu de levée de fonds, mais ce qu'on peut imaginer, et on a déjà commencé à réfléchir un petit peu, c'est évidemment par l'écosystème qu'on a développé, avoir des pointeurs et des relais pour trouver comment aller lever des fonds, d'accord, ensuite. Mais on ne le propose pas en disant, voilà, on va vous aider à lever des fonds dès le départ, parce que sincèrement, l'entreprise, elle n'est même pas créée au début. Mais on sait que ça peut arriver dans la suite, évidemment, c'est une très bonne question. Donc, dès qu'ils vont commencer à démarrer un petit peu, il y aura un besoin de financement qui va apparaître pour investir un petit peu, il y aura des besoins de financement. Donc là, on a quelques idées, mais ce n'est pas encore quelque chose qu'on a beaucoup communiqué. Mais je pense qu'il y aura certainement des ressources pour les aider là-dessus aussi. Ouais. Oui. Vous avez dit que c'était une aventure familiale, cette association. Pour quelle raison avez-vous quel a été le moteur là-bas? Alors, c'est un moteur très personnel. J'ai perdu mon fils cet été. Voilà. Mon fils s'appelait Gabriel, il avait 22 ans et il est disparu cet été. Donc, ça a été ça reste parce que quand on perd son enfant, c'est bon, c'est comme ça, mais c'est durable à jamais. Et avec ma femme et mes 2 filles qui ont 21 et 17 ans, on a essayé de se donner une perspective ensemble. Voilà, on a essayé de donner une perspective. Et en fait, la vérité, c'est que ce nom Live for Good avait été créé par mon fils Gabriel, quand il avait 17 ans. Il avait fait un voyage en Malaisie à l'époque. Il était au lycée. Et puis, il a fait un voyage en Malaisie pendant 3 semaines, un mois, avec une organisation qui s'appelle Habitat for Humanity. Certains connaissent ou pas, c'est une grosse ONG qui construisent des maisons avec des briques, littéralement, pour des gens qui ont rien, quoi. Voilà. Il a fait ça pendant 3 semaines, un mois. Ça l'avait beaucoup touché. Il a même appris le malais parce les langues, il était plutôt très bon là-dessus. Et en revenant en France, il avait commencé à créer un site web qui n'existe plus, mais en tout cas, il avait démarré, pour lever des fonds et commencer des initiatives un petit peu semblables, parce que bon, lui, c'est quelque chose qui le motivait beaucoup d'aller essayer d'aider différentes personnes. Donc, voilà, je ne sais pas, sans m'étaler un peu trop là-dessus, ça a été un point très fort pour nous de se dire, on est dans un environnement privilégié, c'est évident, vu ma position, vous imaginez, je suis dans une position privilégiée, mes enfants aussi, et on se dit qu'il y a des jeunes qui, eux, ont certainement pas cette chance-là. Et j'ai un réseau aussi autour de moi qui est quand même assez important, et peut-être que sur cette idée de l'entrepreneuriat social qui a un double effet finalement. C'est à la fois d'aider des jeunes qui veulent réaliser un peu leur rêve, mais en devenant entrepreneur social. Bon, là, j'ai une contribution à donner, je suis un homme d'entreprise, je comprends assez bien comment ça fonctionne. Et deuxièmement, c'est l'impact qu'eux-mêmes auront sur des bénéficiaires. Donc, il y a les 2 niveaux d'impact. Et nous, ce qui nous motive là-dessus, pour tout vous dire, là, il y a ma fille qui est actuellement dans l'association, 21 ans, Aurore, et donc elle a décidé au moins pendant 6 mois, 1 an, de faire ça. Après, elle fera ce qu'elle veut, on ne l'a pas forcée à le faire. Donc, pour co-animer l'équipe, parce que moi, j'ai un job, donc je fais ça un peu en plus, j'allais dire la nuit, le week-end, le soir, le week-end, quand je ne suis pas en voyage. Mais enfin, je m'implique très, très régulièrement pour aider l'équipe. Mais voilà en 2 mots le point de départ de tout ça. Voilà.
Oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'apporter des services, par exemple, aux plus démunis dans la rue. Vous apportez du coup une aide pour contacter les personnes qui peuvent nous financer, acheter le produit, acheter le service. Al- Alors, là, vraiment, le but, c'est d'avoir un environnement autour de ces futurs entrepreneurs sociaux pour les mettre en contact de tout un écosystème d'aide et de ressources. D'accord. Donc, il y a à la fois des organisations sociales, j'en ai parlé, il y a énormément en France qui font des choses remarquables, hein. On les connaît à peine pour certains, et qui, elles, ont déjà peut-être des contacts avec des SDF ou autres. Donc, ça veut dire qu'il y a des alliances aussi, des partenariats à faire. De l'autre côté, il peut y avoir des contacts des entreprises commerciales, des entreprises dont le métier est de peut-être de construire des maisons, dont le métier est de faire de la restauration sociale, dont le métier est de faire ceci et cela. Donc ça veut dire que s'il y a des produits et services inventés par l'entrepreneur social qui vont avoir un sens pour ces entreprises commerciales ou pour ces associations, là, il y a peut-être un modèle économique sur lequel on peut réfléchir et aider le jeune à trouver un ressort, un levier pour lui permettre de créer quelque chose qui va fonctionner. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, sur le conseil, le mentoring, sur l'entrepreneur, le business model, sur lequel je pense qu'il y aura pas mal, on l'espère, de valeur apportée à ces jeunes. D'autres, oui, Pour la deuxième partie, du coup, pour aider les jeunes, oui. les entreprises. les autres, ouais. Je pensais, j'ai un ami qui est comptable handicapé, du coup, qui pourrait être aussi intéressé pour ça, qui n'est pas du tout développeur, Ouais. mais je pense qu'avoir d'autres profils Bien sûr. peut vous intéresser. Non, totalement. Je peux vous dire, on a créé, alors je ne vous ai pas tout mis, mais on a créé un espèce d'écosystème. On s'est amusé avec le For Good, hein. Donc, on a par exemple ce qu'on appelle Volunteers for Good, c'est les volontaires. Donc, on a plein de gens sur le site web, ils sont venus nous pinguer, ils ont dit, moi, j'ai telle compétence, voilà, comptable, juridique ou autre, on a envie d'aider. Donc, avec plaisir, vous pouvez envoyer le mail même à contact@live4good directement. Vous avez dit Edenov ou moi directement, mais c'est un peu long, mon nom, c'est jean-philippe.courtois@live4good et sera ravi d'entrer en contact avec des volontaires. Voilà. Donc, il y a Volunteers for Good, il y a Ambassadors for Good, c'est des partenaires qui vont nous aider à parler à ces jeunes, communiquer. On a Corporate for Good, c'est les entreprises. On a quelques idées pour avoir d'autres partenaires entreprises aussi qui apportent des compétences. Pas de financement pour l'instant. Le financement, je ne l'ai pas dit. C'est moi, ma famille qui l'apporte pour l'instant. D'accord. Donc, c'est un choix personnel. Je n'ai pas voulu perdre de temps avec ça. Donc, j'ai commencé à amorcer. À terme, on aura nous aussi un modèle, etc. On y réfléchit. On ira demander à des entreprises aussi qui ont des fondations d'aider au développement de Live4Good. Mais on a démarré à nouveau en février. Hein, donc, ça fait 4 mois. Hein, donc, c'est vraiment... Il faut réaliser ça. Ce n'est pas comme si on avait 3 ans d'existence, 5 ans. On en est au début de l'aventure. C'est ça qui peut, je pense, être intéressant pour ceux qui ont envie de s'associer aussi à quelque chose qui démarre et d'avoir un impact là-dessus. Oui. Le stage, est-ce qu'il y a une vocation à employer derrière ou pas? Le stage commencerait dans la Oui. semaine prochaine. Le nombre des respecté, etc. Très bonne question. Alors aujourd'hui, je n'ai pas encore, pour être très honnête, de poste permanent, mais je compte en créer. Donc je ne veux pas promettre en disant oui, bien sûr, il y aura un poste derrière, mais je compte en créer quelques-uns. Ce n'est pas des dizaines de postes, hein, mais à 6 mois, 12 mois, oui, notamment sur la partie développement. C'est évident qu'on aura, parce qu'aujourd'hui j'ai quelques personnes qui m'aident, mais à un moment donné, il faut avoir des permanents. Et donc ça pourrait être une possibilité, oui, totalement. Ce n'est pas une garantie non plus, mais ça peut être une vraie possibilité, oui, totalement. Une Oui. question sur les compétences apportées aux entrepreneurs. Vous avez un partenariat avec Microsoft, donc le cloud Azure. Oui. Mais est-ce que les compétences AWS, Docker, plus Oh, Docker fonctionne parfaitement sur Azure. c'est pas les mêmes conteneurs, C'est pas les mêmes conteneurs, mais c'est en train de beaucoup évoluer. Alors, tout simplement pour ne pas partir sur 50 plateformes différentes et qu'on a le support de Microsoft sur Azure. Voilà. Maintenant que vous développez, c'est de l'open source. Hein, vous savez, sur Azure, 40% des machines virtuelles sur Azure sont de l'open source aujourd'hui. Hein. Donc, c'est plus le monde de Windows d'avant. Ça a pas mal changé depuis. Hein. Si je me souviens bien, ça tourne d'ailleurs, le cloud en lui-même tourne sur des Linux modifiés. Aussi, oui, absolument. Donc, ça a beaucoup évolué là-dessus. Donc, je pense on trouve beaucoup d'outils qui permettent d'intégrer pas mal de choses. Hein. Pas mal de choses. D'autres questions? Oui? Oui. D'accord, vous êtes occupé. La fin de l'année, le stage, ce serait pour accompagner
Non, l'idée, c'est sur un projet donné, absolument. Donc, on couplera ce que je disais des binômes ou trinômes, peut-être qu'on prend un ou deux développeurs d'ailleurs par projet, hein, avec ce petit noyau d'entrepreneurs qui sera lui-même peut-être avec une ou deux autres personnes et travailler en équipe comme si c'était une micro-entreprise finalement ensemble au projet. C'est ça l'idée. Hein. Est-ce qu'il y en a? Oui, pardon, allez-y. Oui. Il y a des idées éventuelles de hackathon au départ, oui, absolument. On a pensé un petit peu à ça. Et puis ensuite, au-delà du hackathon, bon, c'est réaliser l'application et la solution avec l'entrepreneur social, quoi. Et puis la faire vivre dans le temps. Parce que comme toute entreprise qui démarre, je peux vous dire que ça évolue tous les jours. Nous, on a... Et la rencontre, il y a une rencontre physique à un moment donné aussi. Hein, donc ben, c'est comment, si vous voulez. D'abord, ces jeunes, ils seront dans un incubateur. Le lieu, c'est qu'il y a un lieu physique. Hein. Les 5 qui sont chez la Social Factory, c'est KG Maps, près des quais là-bas dans le 11e. Et donc, ils sont dans un lieu où ben voilà, vous pourrez aller, pour ceux qui veulent les accompagner sur le lieu, quand il faudra travailler avec eux. Et puis après, vous pouvez coder à distance aussi, parce que vous n'avez pas besoin d'être avec eux tous les jours, mais travailler avec eux absolument sur le projet. C'est ça l'idée, ouais, totalement. Parce qu'ils auront, à cette époque-là, ils n'auront peut-être pas encore créé leur entreprise. Généralement, quand on démarre, c'est au bout de 6 mois, ils n'auront pas encore les moyens de payer leur local et tout. Donc, c'est pour ça qu'on les incube pendant 12 mois. Mais l'idée, c'est qu'ils génèrent quelque chose qui leur permette ensuite de commencer à, voilà, de commencer à avoir 2-3 collaborateurs peut-être et de démarrer leur business en fonction de la qualité de ce qu'ils font. Hein. Mais c'est jamais une garantie. Hein. Quand vous créez une entreprise, il faut y croire, quoi. Il faut pousser. Oui? Oui, absolument. C'était la première version. Donc, on apprend, on a encore quelques jours. Donc, on pousse pour avoir le maximum de candidatures. On va dépouiller tout ça. On va faire, à vrai dire, je ne vous ai pas décrit toutes les étapes, mais on va avoir toutes les candidatures. Après, on va faire un bootcamp pour 15-20 d'entre eux, un petit peu des demi-finalistes. On appelait ça le play-off. Bon, c'était peu mieux que des demi-finales. Dans l'Euro, c'est les demi-finales. Nous, c'est les play-offs. Et ça va se passer sur 48 heures où les jeunes, en fait, vont venir avec leur projet. On va leur donner des mini-formations, le business canvas, peut-être. Certains ont entendu parler du concept Business Canvas, c'est un modèle design très visuel d'un mini business plan, mais qu'on fait de manière un peu graphique pour imaginer un peu son business, son activité, ses clients, ses ressources, etc. Et après, ils vont pitcher à la fin du deuxième jour, c'est un week-end, un samedi, dimanche, et on va évaluer ceux qu'on sent à la fois dans leur interaction dans le groupe pendant 48 heures, parce qu'on les voit vivre pendant 48 heures aussi, ceux qui iront en finale, voilà, avec le jury que vous avez vu. Voilà. Et on recommencera dès l'année prochaine, absolument. Il y aura une version 2. Et l'idée qu'on a, c'est... Mais on veut d'abord que le concept marche, comme toujours. Hein. On ne prétend pas vraiment. Donc, on va apprendre, on va ajuster. Et ensuite, on veut l'étendre au niveau international aussi. Donc, j'ai déjà pris quelques contacts, mais c'est encore prématuré. Pour dire, parce que ce besoin, il existe partout. Hein, donc, il n'est pas qu'en France, hein, pour être très clair. Et là, par contre, c'est comprendre la valeur, dans la proposition de valeur qu'on a, qu'on pourra apporter à d'autres organisations qui font des choses fantastiques dans d'autres pays du monde, en Asie, en Afrique, je ne sais pas où, en Amérique du Sud, et de trouver des partenariats très forts qui permettraient aussi de développer cette communauté un petit peu partout dans le monde. Voilà. On n'en parle pas trop pour l'instant, parce qu'à nouveau, on démarre 4 mois, donc bon, il ne faut pas trop s'enflammer encore. On va faire ça par étapes. Alors, qui est intéressé par le stage tout de suite, là, demain ou la semaine qui vient? C'est juste pour un petit baromètre pour voir s'il y a de l'intérêt là-dessus. Il y en a 2 ou 3? 4? 4, 5, 6? Super. Vous voulez me voir après? Comme ça, on prend un contact tout de suite? Non, mais ça serait... Ça. Et vous avez le droit d'y réfléchir aussi pour les autres. Hein. Sauf si vous êtes très occupé, je sais quand vous avez pas mal de choses. Et les autres, c'est éventuellement qu'il y aura un intérêt pour après, quand il y a les jeunes entrepreneurs. C'est juste pour me donner une idée, quelques-uns. D'accord, oui, donc il y a pas mal d'intérêt sur les jeunes aussi. Parfait. D'ailleurs, ça pourrait être aussi, je ne dis pas que l'un remplace l'autre, mais on peut imaginer qu'il y en a qui démarrent là, puis ils se familiarisent, ils créent le début de la plateforme, et après ils continuent avec une équipe de jeunes hein, sur un projet. Hein. Donc, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Je dis il y a 2 offres différentes, mais ça pourrait, si la personne fait un très bon job et vraiment aime ce qu'elle fait aussi, et ben après d'enchaîner avec l'un des 5 entrepreneurs. Possible aussi. OK ? Eh bien, alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Vous avez été très patient parce que... Oui, une autre question, allez-y. Oui. Alors, elle est sur Live for Good, sur le site, live-for-good. Ça dure 1 minute et demie et bon, elle exprime le concept très, très, très simplement. Voilà.
Merci beaucoup et j'espère en voir certains auprès de nos équipes. Merci.